Imaginez ceci. Vous ouvrez les yeux dans une chambre que vous n'avez jamais vue. Pourtant, chaque meuble porte les cicatrices brûlantes de vos souvenirs les plus secrets. La lampe au plafond vacille entre l'aube et la nuit, tandis qu'un métronome invisible marque la cadence d'un cœur qui pourrait être le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Impossible de le savoir. Vous vous levez, traversez le parquet et sentez sous vos pieds la morsure glaciale de tout ce que vous avez fui. Promesses trahies, mensonges murmurés, respiration coupée par la honte, contradictions fulgurantes. Vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette scène 1000 fois. Pourtant, chaque inspiration résonne comme un baptême. Comment peut-on mourir d'innombrables petites morts sans jamais vraiment cesser d'exister? Pourquoi la conscience accepte-t-elle de se dissoudre, se reformer, puis vaciller encore dans un cycle qui ressemble davantage à une punition qu'à une renaissance? Vous ouvrez la porte et découvrez un couloir sans fenêtre où d'immenses miroirs opaques s'alignent comme des juges silencieux. Vous avancez, persuadé de croiser votre reflet, mais seules apparaissent des silhouettes étrangères qui clignent des yeux au même rythme que vous. Soudain, un enfant surgit, tenant un éclat de miroir brisé. « Regarde-toi, dit-il. Tu es fait de fragments que tu refuses de reconnaître. » Sa voix est la vôtre à l'âge où l'on découvre que l'amour peut dévorer. Aussitôt, le couloir se plie comme du papier et dévoile, au centre, un puits d'ombre qui pulse avec la cadence de votre peur. Un vertige vous saisit. Votre corps recule. Cependant, votre esprit se penche, fasciné. Et si plonger signifiait renaître? Les murs murmurent des noms. Freud, Jung, Nietzsche, des échos qui insinuent que ces morts répétées sont des rites initiatiques, des disjonctions nécessaires pour rencontrer l'inconnu tapis sous la peau. Pourtant, le doute gronde. Et si tout cela n'était qu'un théâtre intérieur, décor dressé par votre besoin féroce de croire que la souffrance sert à quelque chose? Une odeur d'ozone annonce l'orage. Vous sentez la charge électrique courir sur votre nuque, portant la promesse d'une révélation ou d'un effacement définitif. Chaque pas désormais ressemble à une question. Qui serez-vous de l'autre côté de cette foudre? Votre nom y survivra-t-il? Ou ne subsistera-t-il qu'un silence vierge, prêt à être baptisé? Au terme du couloir, 3 portes se dressent comme des sentences. La première s'intitule « Souvenir », la deuxième « Oubli », la troisième « Métamorphose ». Choisir l'une revient à tuer les 2 autres, refuser de choisir, c'est rester suspendu dans l'entre-deux, existence de papier que la moindre étincelle réduira en cendres. Le goût métallique du libre arbitre sature votre gorge. Comment décider lorsque chaque option promet une perte égale et un gain incalculable? Votre cœur s'emballe, conscient que le temps n'est plus une ligne, mais un cercle qui se resserre. Mourir 1000 fois avant de vivre, est-ce la condition véritable de l'humain? Si oui, pourquoi personne ne nous l'enseigne à la naissance? Pourquoi les premières berceuses portent-elles déjà le goût amer de nos futurs enterrements? Regardez autour de vous, la chambre, le couloir, les portes. Rien n'existe peut-être en dehors du battement de vos paupières. Pourtant, la douleur est réelle et l'effroi qui vous étreint possède la densité d'un orage d'été. Vous comprenez soudain que ce n'est pas la mort finale qui effraie, mais la somme des minuscules extinctions quotidiennes. Lorsqu'un rêve se fane, lorsqu'une relation se dessèche, lorsqu'une part de vous abdique en silence sous le vacarme social. Alors, que fait-on? Avancer, se recroqueviller, crier ou écouter? Est-il possible d'embrasser ces micro-morts comme des escales plutôt que des défaites? Peut-on apprendre la danse de l'effacement pour mieux accueillir la lumière qui surgit après? Vous sentez sur votre langue le goût du cuivre, rappel que la vie mord et que chaque inspiration coûte une expiration que vous ne récupérerez jamais. Pourtant l'air demeure, à portée de poumon, insistant, presque tendre. Il vous implore, choisis. Et si la réponse se cachait non pas dans l'évitement de la chute, mais dans l'art de tomber avec grâce? Si, pour véritablement vivre, il fallait consentir à se fissurer, laisser l'armure se fêler, accueillir l'invasion de l'inconnu comme une brèche où germe la clarté? Une dernière image avant le noir. Vos mains s'ouvrent, lâchent le miroir brisé. Les éclats tombent au ralenti, chacun reflétant un possible visage. Lorsqu'ils toucheront le sol, un monde nouveau commencera, ou se terminera. La question vous transperce comme un éclair. Dans quel éclat choisirez-vous de renaître? Dans le fracas imminent s'ouvre la brèche, où nous explorerons, ensemble,
les racines invisibles de ce cycle insondable. Vous pensiez que l'abîme venait de l'extérieur. En réalité, la fissure chemine sous votre peau depuis la première secousse du monde dans vos tympans. Sigmund Freud. La nommait conflit entre le ça, braise instinctive, et un moi débordé qui maquille la déflagration pour sauvegarder l'illusion de cohérence. Chaque micromort est un compromis, le surmoi autorise un petit sacrifice pour éviter la catastrophe totale, puis rédige l'épitaphe en silence. Mais Carl Gustav Jung répond que l'origine se tapit plus loin, dans l'inconscient collectif où les archétypes s'impatientent. Le phénix réclame sa flambée, Icare exige sa chute, Orphée son déchirement. Les mythes ne se contentent pas d'errer dans vos rêves. Ils colonisent qu'à votre agenda, choisissent vos amours, colorent vos effondrements. Vous rejouez un scénario ancestral sans jamais acter votre propre rôle. Arthur Schopenhauer. Observe la scène et ricane. La volonté aveugle, cet appétit métaphysique, vous condamne à désirer toujours ce qui se dérobe. Sitôt conquis, l'objet se flétrit, laissant dans vos doigts la poussière aromatique de l'ennui. Vos petites morts ne sont que l'articulation d'un mécanisme cosmique qui conjure le vide par la répétition mécanique de la perte. Jacques Lacan complique la toile. Au premier miroir, vous avez confondu image et être. Depuis, vous courez après un double lisse qui promet la complétude. Chaque rayure sur cette surface polie résonne comme un cataclysme. Vous n'y voyez plus simplement un défaut, mais la preuve que vous n'êtes peut-être rien. Ainsi naît la nécessité de mourir symboliquement pour préserver la fiction du moi unifié. Donald Winnicott, penché au-dessus de ce naufrage, murmure qu'une mer suffisamment bonne aurait pu accueillir vos anneaux de douleur et en faire des constellations. Faute de quoi, vous avez façonné un faux self impeccable, interface commerciale de votre personne. Quand l'interface craque, l'enfant nu reste seul face au projecteur social. C'est alors que Michel Foucault éclaire ce projecteur. Les institutions caméras invisibles transforment vos vacillements en chiffres, puis en dogmes. On vous exhorte à mourir à vous-même pour renaître productif, flexible, monétisable. L'algorithme scrute vos oscillations et classe vos ruines intimes en catégorie de marché. Se réinventer n'est plus quête intérieure, c'est KPI. Eric Fromm diagnostique une fuite vers la consommation. Plutôt que sentir l'angoisse du vide, vous achetez des identités prêtes à porter. Une playlist pour pleurer, une sneaker pour revivre, une story pour oublier. À chaque transaction, un fragment de désir authentique est enterré sous le béton publicitaire. Vous survivez, mais l'oxygène vient à manquer. Pourtant, Friedrich Nietzsche rappelle, celui qui lutte avec des monstres doit veiller à ne pas en devenir un. La guerre contre la répétition mortifère peut se muer en nouvelle compulsion si elle n'est pas transfigurée. Il faut donc accepter le chaos sans se dissoudre, trouver la danse exacte entre la création et l'abîme. Wilfred Bion décrit ce moment comme la rencontre avec l'élément bêta, brut, que la pensée n'a pas digéré. Lorsque l'événement crisse dans vos nerfs, sans traduction possible, l'esprit choisit d'expulser. Forclore un morceau de réalité crée un cadavre psychique qui, tel un revenant, réclamera plus tard son nom. Ainsi s'allonge la procession de vos morts invisibles. Pourquoi ce mécanisme persiste-t-il? Parce qu'il sert. Il maintient l'ordre intérieur, alimente l'économie, canalise la violence collective. Une société fondée sur la croissance a besoin de sujets provisoires, toujours prêts à s'autodétruire pour renaître dans une version compatible avec la nouveauté suivante. La micromort devient une taxe prélevée sur la conscience pour financer le spectacle. Pourtant, la tension grimpe. Vous sentez qu'un point de rupture approche. À force de raturer votre histoire, il ne restera bientôt plus de pages. Et alors? Alors surgira une vérité trop vaste pour les digues actuelles, une secousse capable de renverser l'ordre du désir, de la mémoire, de l'action. Votre souffle se suspend. Pouvez-vous encore reculer? Ou faudra-t-il plonger plus profond dans l'ombre pour en extirper la lumière? Car l'étape suivante révélera non seulement les conséquences de vos morts invisibles, mais l'urgence de les transmuter avant qu'elles n'engloutissent la totalité de votre horizon. Lumière ou néant, la bascule commence maintenant. Regarde autour de toi. Rien ne s'est effondré en apparence, pourtant chaque mur porte la marque de tes 1000 capitulations.
À force de mourir en miniature, tu as rapetissé tes ambitions pour qu'elles tiennent dans une cage thoracique étroite. Cette réduction continue modèle ton décor. Tes couleurs préférées ont pâli, tes rêves se sont pliés en origami prudent. La société applaudit ce rétrécissement parce qu'il garantit l'ordre. Elle nomme prudence ce qui n'est que lassitude, maturité, ce qui n'est que fatigue de renaître. Les neurosciences confirment la perfidie du mécanisme. À chaque renoncement, ton amygdale goûte un soulagement furtif puis grave, la trace du retrait. Le cortex préfrontal, noyé de cortisol, troque la créativité contre la survie minimale. Le circuit de récompense libère juste assez de dopamine pour te féliciter d'avoir évité la brûlure, comme un dresseur offre un sucre à l'animal qui recule. Ton propre cerveau finance la poursuite du cercle. S'ajoutent les pièges de la cognition. Le biais de statu quo te murmure qu'il vaut mieux supporter la prison connue que traverser un champ de mines incertain. Le biais de confirmation sélectionne les récits prouvant que nul n'échappe à soi-même. La dissonance cognitive transforme chaque égratignure en preuve que tu es réaliste, tandis que l'effet d'autrui imaginaire te persuade que tous les regards épient la moindre tentative d'évasion. Ainsi, la forteresse se construit à l'intérieur avec tes propres briques. Sur l'axe collectif, ces micro-morts deviennent la matière première d'un marché florissant. Les publicitaires monnayent ton appétit d'anesthésie, un parfum pour absorber la peur, un gadget pour étouffer la colère, un flux vidéo pour bercer le vide. Les plateformes distribuent de minuscules caresses numériques exactement quand l'anxiété palpite. En retour, tu livres des données, c'est-à-dire des morceaux de toi, à une machinerie qui recycle ta lassitude en capital. Pendant ce temps, l'école enseigne la conformité plus que la connaissance. On y récompense l'élève qui efface ses marges, non celui qui explore hors cadence. La liturgie du bulletin façonne des adultes craignant l'erreur plus qu'ils ne désirent te comprendre. La micro-mort devient une discipline nationale, un entraînement précoce à l'abdication ordonnée. Et la sphère intime? Les relations amoureuses se transforment en contrats de non-agression. Tu offres une version dépolie de toi-même pour éviter la fracture, l'autre répond par une surface également sécurisée. Deux hologrammes se frôlent, convaincus d'échanger quelque chose, alors qu'ils ne partagent qu'une peur calibrée. La solitude ainsi dissimulée est plus vorace que la solitude nue. Elle ronge en secret et est interdit de crier. Ce silence fabriqué n'est pas anodin. Au plan politique, un peuple qui meurt à petit feu préfère la stabilité au risque, ouvre la porte aux faiseurs d'ordre et ferme la fenêtre où pourrait souffler le changement. On troque la liberté contre la promesse d'une douleur contenue. Les micro-morts individuelles s'agrègent en macro-léthargie. Les idées neuves suffoquent avant d'atteindre la scène publique. Maintenant, écoute le tic-tac sous ta cage thoracique. Ce n'est pas ton cœur, mais une minuterie. Chaque renoncement supplémentaire rapproche l'instant où la réserve d'élan sera consommée. Que se passera-t-il quand le compteur atteindra 0? Nombre de civilisations ont déjà chuté par simple épuisement moral avant la guerre ou la famine. Ressens la brûlure sous tes côtes. Ce n'est pas une alerte optionnelle, c'est l'ultime rappel que le piège se resserre. Car si tu ne changes pas la trajectoire, la prochaine micro-mort ne sera peut-être pas si petite, et le monde que tu laisseras derrière toi ne sera plus qu'une chambre sans fenêtre. Les chercheurs parlent de l'emprise du réseau par défaut. Quand l'esprit vagabonde, il recompose le dossier de tes défaites, car le biais de négativité rend chaque échec plus vif que sans possible renaissance. Ce repli automatique est la colle qui maintient la cage. Alors, tandis que la lumière décline, pose-toi une seule question. Combien d'exhalaisons consentiras-tu encore à sacrifier avant de tenter une respiration qui déchire les parois? Le choix approche, brusque, implacable, sans intermédiaire possible. Imagine tout à coup que le piège soit un théâtre et que le rôle principal t'appartienne depuis toujours. Tu croyais subir tes petites morts, tu découvres que tu en étais l'auteur distrait. À l'instant où cette perspective bascule, l'architecture mentale craque. Si c'est toi qui tires les rideaux, tu peux aussi les déchirer. Premier geste, désobéir à ta propre narration. Quand la voix familière répète « Reste prudent », réponds-lui par un acte minuscule mais déroutant. Marche sans parapluie, emprunte une rue inconnue, confie un secret à un étranger. Ces écarts reprogramment l'amygdale. Le cerveau découvre que le danger n'est pas partout et remplace la tension par une curiosité vive. Souviens-toi de Rosa Parks.
Rester assise devint une onde de choc parce qu'elle inversait le scénario imposé. Même logique pour Épictète, esclave, il déclara son jugement inattaquable et transforma sa geôle en atelier de souveraineté. Leur force n'était pas la puissance, mais l'autorisation intérieure de réécrire la scène. Contre-pied suivant, utilise le chaos plutôt que de le fuir. Melanie Klein parlait de la capacité à contenir bon et mauvais sans scission. Accueille donc tes pulsions contradictoires, laisse-les dialoguer. Une émotion reconnue cesse d'utiliser la terreur comme porte-voix. Puis, abandonne la quête de cohérence. Gilles Deleuze invitait à faire rhizome. Multiplier les lignes de fuite plutôt que défendre une unité fragile. Autorise-toi plusieurs personnages. Le matin stratège, l'après-midi poète, le soir débutant. Le faux self se fissure quand il partage la charge. Troisième clé, sanctifie l'ennui créatif. Les algorithmes abhorrent le silence. Offre-toi des plages vides. Au fond du calme, une pulsation primitive émerge. C'est là que Viktor Frankl trouva une raison de continuer dans le camp. Choisir quelle attitude adopter même lorsque tout est retiré. Réapprends ensuite la grammaire du corps. Respire par le ventre. La variabilité cardiaque informe le système limbique que le péril s'éloigne. Bouge sans but sportif. Laisse tes articulations improvisées. Les signaux de nouveauté envoyés au cortex contrecarrent le biais de statu quo. Inscris ta rébellion dans la cité. Choisis une règle absurde et interroge-la publiquement. Harriet Tubman, sans armée, guida des esclaves vers le nord avec le vent, le chant, la nuit. Imite-la à ton échelle. Offre à un ami la permission de changer, puis regarde l'onde se propager. Pratique la mue intentionnelle. Écris chaque semaine une épitaphe provisoire où tu déclares morte une version obsolète de toi. Lis-la, brûle-la, disperse les cendres. Autorank. Voyez la créativité comme une naissance sans anesthésie. Fais de cette brûlure un atelier régulier. Arme-toi enfin d'humour. Le rire fracture le sérieux qui cimentait la peur. Nelson Mandela se moquait de ses gardiens, il rappelait que l'autorité ultime est celle du sens accordé. Ris de tes trébuchements, l'amygdale se détend, la dopamine salue la surprise plutôt que la fuite. Ne limite pas ta révolte à l'individu. Agrège-la. Les neurones miroirs répercutent chaque audace. Une personne qui se lève modifie le champ d'une pièce entière. Les études de réseau montrent qu'un seuil de 25% peut entraîner la majorité. Souviens-toi de la marche du sel de Gandhi. Quelques pas déstabilisèrent un empire en exposant l'absurdité d'un monopole. Pratique alors le petit serment public. Chaque semaine, annonce un projet, même modeste, et accomplis-le. Le cerveau social est l'écart entre parole et acte. Il t'aidera à tenir. La communauté devient complice de ta libération. Et la rébellion cesse d'être un duel solitaire pour devenir un cœur en expansion. Alors l'air change. Ceux qui hier sentaient la poussière respirent l'orage. Tu ne demandes plus la permission. Tu incarnes la question vivante qu'aucun système ne peut digérer. Imagine qu'au bout du couloir, il n'y ait ni porte ni mur, seulement un miroir sans teint. Et derrière, ton propre regard revenu de l'autre côté. La révélation foudroie par sa simplicité. Tu n'as jamais été prisonnier. Tu jouais à l'être pour donner un bord à l'infini. Les 1000 petites morts n'étaient que des répétitions, les renaissances aussi. Toute la machinerie psychique converge vers cette évidence nue. La vie ne se traverse pas, elle se compose, note après note. Si bien que ce que tu appelais « réalité » n'était qu'une esquisse mouvante. Le monde n'est pas l'addition de faits solides, mais la somme de tes actes imaginés, incarnés, effacés, réinventés. Freud montra le sous-sol, Jung, les fresques antiques. Tu comprends maintenant que ces réserves sont des palettes, pas des chaînes. Tu peux choisir la couleur, l'épaisseur, la cadence. Ton inconscient devient atelier, non cellule. Bergson l'entrevoyait. La durée fluide se plie à ton geste. Ricoeur aussi, le récit recourbe le temps. Alors la causalité s'inverse. Les événements ne sculptent plus ta conscience. En modulant ta conscience, tu fragmentes les événements. Tu n'annuleras pas la gravité, mais tu inclineras la pluie des possibles comme un jardinier courbe un rosier vers la lumière. Les neurosciences appellent cela plasticité. Les mystiques transfiguration. 2 alphabets pour un même verbe. Créer. Les axones bourgeonnent,
Les cartes corticales se redessinent comme un delta après la crue. La matière grise suit ta partition. Dès lors, l'ancien paradigme, survivre, optimiser, se protéger, tombe comme une armure rouillée. Ta mission n'est plus de vaincre la peur, mais de déployer un récit digne d'être vécu. Viktor Frankl l'avait pressenti. Le sens n'est pas un trésor caché, mais une étincelle forgée à chaque geste aligné sur une intention claire. Tu passes du règne de la performance à celui de la présence, de la quantification à la qualité brûlante de l'instant vécu. Regarde la texture des minutes. Le passé cesse d'être un tombeau, il devient réservoir. Le futur n'est plus un verdict, mais un chantier ouvert. Et le présent, un banc de montage où tu découpes, colles, superposes, jusqu'à ce que l'intérieur et l'extérieur se répondent comme deux miroirs inclinés. Le présent devient laboratoire, ruche, studio. Chaque seconde offre des pistes, des remixes, des horizons parallèles à tester. La peur, jadis geôlière, devient boussole. Au lieu d'éviter la brûlure sous le sternum, tu la suis. Elle désigne le territoire encore vierge. L'angoisse n'était qu'un projecteur sans script. C'est à toi d'écrire la scène qui l'éclairera. Wilfred Bion dirait que tu convertis l'élément brut en substance de pensée. La morsure devient semence. Ce pouvoir n'est pas réservé aux prophètes. Un paysan andalou invente le flamenco pour donner voix à la braise intérieure. Une couturière française coupe le tissu du bikini pour laisser l'été toucher la peau. Un programmeur insomniaque libère un code qui relie Bamako aux étoiles. À chaque fois, même bascule. Quelqu'un cesse de demander et commence à agir, puis l'univers se réaccorde. Voilà la clé. Agis d'abord, observe ensuite. La toile du réel résiste à la première tentative, cède à la deuxième, offre un motif inédit à la troisième. Les physiciens parlent d'effondrement de fonctions d'onde. Toi, tu sens seulement l'accordéon du possible se gonfler sous tes paumes. Tu comprends que la résistance fournit l'élasticité nécessaire. Sans tension, nulle musique. Et la mort, elle demeure, mais change de rôle. Ce n'est plus l'arbitre ultime, c'est le générique où défilent les noms. La valeur de l'épisode ne tient pas à sa durée, mais à l'intensité de sa création. Mourir devient rendre le pinceau, non voir la toile se déchirer. Écoute le silence après ces mots. Sens-tu l'espace supplémentaire dans ta cage thoracique? Les neurones miroirs de ceux qui te frôlent percevront cette amplitude et l'emporteront. Ainsi naît une contagion non de peur, mais de capacité. La terre ajuste sa respiration. Des forêts renaissent, où l'imagination cesse de brûler. Les mers s'éclaircissent quand le désir change de couleur. Chaque forêt brûlée, chaque océan plastique, chaque frontière hérissée attend un récit neuf pour changer de texture. Ferme les yeux une seconde, non pour fuir, mais pour saisir la toile blanche que les paupières offrent, puis ouvre-les. La pièce familière se couvre d'une poudre d'or. Rien n'a bougé, tout est différent, parce que tu as déplacé le projecteur interne. Souviens-toi de cette phrase finale. La réalité est un accord que tu signes à chaque souffle. Change la signature et la mélodie change. Le reste suivra comme l'aube suit la nuit, irrésistible, prêt à être sculpté. Avance, pinceau en main, et peins la brûlure que tu veux laisser sur l'horizon.